Ils étaient les premiers spectateurs ou victimes collatérales. Sans attendre la loi, depuis 2 ans, les parents accélèrent et deviennent acteurs du combat contre les ravages des réseaux sociaux. Troubles du sommeil, dévalorisation de soi, comportements à risque, exposition aux cyberviolences, encore plus chez les filles. La liste des méfaits dressée par l'ANSES en janvier 2026 est longue, proportionnée à leur consommation. En France, un adolescent sur 2 passe entre 2 et 5 heures par jour sur un smartphone, souvent pour s'y connecter aux réseaux sociaux, alors que selon une enquête britannique, près de la moitié des jeunes souhaitent un monde sans Internet. Face à cela, la contre-offensive parentale prend la forme de pactes partout en France. Les pactes, ce sont des engagements dans lesquels les signataires s'engagent à équiper leurs enfants en smartphone le plus tard possible, pas avant 15 ans, soit 4 ans après l'âge moyen d'acquisition, estimé à 11 ans aujourd'hui. Certaines écoles et des collèges y adhèrent aussi. Alors comment cette riposte s'organise-t-elle ? Avec qui ? Avec quelle urgence ? Que faut-il attendre de la loi visant à interdire les réseaux sociaux avant 15 ans ? Nous sommes avec Caroline de Plaisance, l'une des fondatrices du mouvement Attentive Génération au niveau national, également avec la pédopsychiatre Anne-Elia Roux et avec Laura Derendinger, infirmière, maman de 4 enfants qui vient d'arriver du Vermont, juste pour vous, du Vermont aux États-Unis, où elle a contribué à faire bouger les lois. Vous entendrez également des témoignages de parents français et Michel Desmurget qui est docteur en neurosciences, directeur de recherche à l'INSERM. Bref, cet épisode sera riche. Je suis Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Dugardonnet, médecin, consultant santé BFM TV. Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Caroline de Plaisance, bonjour. Bonjour. Alors, la vraie question et la première, bien évidemment, c'est comment vous avez eu cette idée de mobiliser les parents ? Cette idée, elle est dans plus de 30 pays déjà très présente. Et donc, c'est le bon sens qui guide aujourd'hui les parents à se rassembler en un temps où il y a urgence, où on sait que le temps de la loi est long, même si des choses avancent dans beaucoup de pays et dans le nôtre. Et que donc, se rassembler autour de solutions collectives paraît le moyen de plus vite protéger nos enfants. Docteur Anne-Elia Roux, c'est une mobilisation contre quoi exactement ? On parlait beaucoup des écrans, maintenant on parle plus des smartphones, des réseaux sociaux. Alors, il y a différentes façons de voir les choses selon l'âge des enfants, puisque c'est vrai que l'enfance passe vraiment vite et on voit chez les petits-enfants qui ont été trop exposés aux écrans vraiment des retards de langage importants. En revanche, quand on parle des adolescents et de l'âge d'accès au premier smartphone, on voit que le smartphone est en fait l'endroit où il y a beaucoup de choses qui peuvent empêcher un bon développement pour l'enfant, dont les réseaux sociaux, effectivement. Avec notamment beaucoup de dévalorisation chez les jeunes filles et beaucoup de troubles qui peuvent être plus externalisés parfois chez les garçons. Donc, l'idée, en repoussant l'âge d'accès au premier smartphone, est justement de pouvoir garder un environnement serein et exempt de l'accès à tout ce à quoi le smartphone donne accès. Quel est l'objectif de ces groupes et comment ça prend forme ? On voit des groupes sur WhatsApp, notamment de parents. Les parents se sentent un peu moins seuls ? Alors, les parents ont besoin d'abord de sortir d'une omerta et de raconter leur prise de conscience et de trouver conseil pour savoir comment mieux faire. Donc, très spontanément, c'est ce que je vous disais, dans beaucoup de pays, des parents se sont réunis. Il y a dans les pays anglo-saxons, Laura pourra nous en parler tout à l'heure, c'est souvent les familles des victimes qui ont commencé par se réunir. En France, ça a été un élan qui est né d'abord en Bretagne, de quelques parents près de Rennes qui se sont dit tiens, on va s'engager ensemble à reculer l'âge auquel on va donner un smartphone à notre enfant, donc pour faire baisser cette pression de groupe, et c'est une solution pour sortir du problème. Et puis petit à petit, d'autres parents qui avaient la même idée et qui ont cherché se sont agrégés.
Et de là sont sortis des visios, des moments d'échange. Et avec 2 ans maintenant de retour d'expérience, de questions, de réponses, s'est élaboré quelque chose de plus vaste qui maintenant est formalisé dans cette organisation Attentive Génération. C'est de permettre un dialogue en faisant dans des écoles un parcours de sensibilisation. On l'a appelé « La vie passe avant les écrans ». Donc, en collaboration avec les chefs d'établissement, avec les enseignants, on peut ainsi, tout au long de l'année, adresser le sujet du numérique, qui est si important dans nos vies, et trouver une voie commune des adultes autour des enfants, et les sensibiliser, et puis amener comme ça à ce qu'on fasse mieux et à ce qu'on reprenne le pouvoir. Vous savez, il y a eu ce rapport de la commission écran, dirigé par Servane Mouton, entre autres, qui a été remis à l'Élysée le 30 avril 2024. Et dans ce rapport, il était question de redonner du pouvoir aux familles. On va voir aux États-Unis, justement, puisque Laura est avec nous. Comment ça se passe? Comment le mouvement est né? Comment vous êtes devenue une des figures emblématiques de ce combat? Comment s'est déroulée la prise de conscience aux États-Unis des dangers du smartphone ou des réseaux sociaux ou des écrans? Donc, il y a beaucoup de parents comme moi qui ont même commencé notre travail comme bénévole, bien sûr, même depuis 2015-2018. Mais bien sûr, c'est grâce à le livre de Jonathan Haidt, La génération anxieuse. Son livre a vraiment aidé pour... une prise de conscience? Oui, lancer beaucoup plus de monde était intéressé par son livre. Donc, ça, c'était une grande aide. Donc, maintenant... Et vous avez créé des groupes de la même façon? C'est ça. Il y a plusieurs groupes de parents, mais ce qu'on fait dans chaque État, la plupart de notre travail maintenant, c'est pour mettre les régulations en place. Et on a commencé avec les régulations sur l'utilisation des trucs électroniques à l'école. Donc, ce n'est pas seulement les smartphones, c'est même les portables, les montres, les smartwatches, même les trucs pour les oreilles. Maintenant, on a les lois en place qui disent que c'est interdit pour tous les étudiants, même s'impliquer le lycée, pour toutes les journées. On dit arriver jusqu'au départ. Et pour toutes les écoles privées et indépendantes et publiques aussi. Donc, nous sommes en train, il y a à peu près 17 États maintenant qui ont ces lois sur place. Ça veut dire qu'on dépose le téléphone quand on arrive dans le collège et tous les objets électroniques, oui. C'est ça. Donc, soit c'est dans une poche que les étudiants ne peuvent pas ouvrir, ou bien soit dans un casier, locker. Ça doit être un casier que l'étudiant ne peut pas accéder. Okay. Donc, vraiment, ça donne un espace, un environnement à l'école qui va donner ce que les enfants et les adolescents, ils ont besoin de cet espace qui n'ont pas cette distraction et tous ces problèmes, surtout avec les réseaux sociaux. Et le deuxième aspect de ces régulations, maintenant qu'à Vermont, c'est interdit pour les écoles d'utiliser les réseaux sociaux pour faire la communication avec les étudiants aussi. Donc ça va dans les deux sens. On va revenir sur le rôle de l'école et de l'éducation nationale, mais vous parliez tout à l'heure, Caroline, de vécu, de témoignages. On a pu recueillir celui de Véronique, qui est maman de 3 enfants. Son aînée est équipée depuis la 5e d'un smartphone et elle a vécu un usage très problématique l'an dernier. Écoutez. La 4e a vraiment été une année où ça a pris des proportions dingues, notamment Snapchat et Brawl Stars. C'est devenu vraiment le point central de toutes nos conversations. Et en fait, à force, on a commencé à avoir vraiment des impacts sur le scolaire, puisqu'il était plus vraiment, déjà qu'il a un trouble de l'attention, mais il n'était pas sous traitement à l'époque. Là, vraiment, il était plus capable de suivre. Donc les commentaires des profs étaient catastrophés. Donc il a fini l'année par un blâme de comportement. Quand vous avez 2 avertissements dans la même année, c'est un blâme.
un avertissement de travail. Et donc, en fait, nous, on était désemparés face à ça parce qu'on n'arrivait pas à lui enlever, même si on savait que c'est la solution, mais les conséquences de lui enlever nous faisaient peur. Et puis, on était accompagnés par notre pédopsychiatre qui nous a donné une idée tout à fait intéressante, qui était de profiter de la convocation du proviseur pour lui confisquer et que ce soit le proviseur qui le fasse. Donc le dit smartphone a été confisqué du 23 juin au 23 septembre avec un sevrage pas évident, mais aujourd'hui les parents ont l'impression d'avoir, je cite, retrouvé leur fils avec un usage régulé. C'est pas parfait, mais ça va mieux. Et pour les petits frères, pas question de smartphone avant le lycée. Ce sont ce genre de témoignages qui vous aident, Caroline et Anélia, dans cette mobilisation parentale? Tout à fait. Et je crois que par rapport à ce que disait Caroline tout à l'heure, on a vraiment l'idée que les parents donnent un smartphone parce que tout le monde donne un smartphone. Donc, ils veulent faire comme les autres parents. Et la peur que son enfant soit isolé. Exactement. Mais et qu'il ne soit pas comme tout le monde. L'enfant lui-même le demande. Ouais, c'est l'argument. C'est lui qui ne veut pas être aussi marginalisé, non ? N'est-ce pas le propre de l'adolescence que de se référer à ses pairs et plus à ses parents ? Voilà. C'est le dilemme avec lequel les parents nous rejoignent. Pardon, Anélia. Exactement. Puisqu'ils demandent le smartphone, puisque les autres ont un smartphone. Et au final, si personne n'en a, ils ne le demandent pas tant que ça. Et par rapport à ce que vous avez dit en introduction, donc au fil de l'expérience, et puis Laura pourra en parler aussi, on entend des âges et des limites d'âge. Alors, nous, en tant qu'organisation des parents, est-ce que c'est à nous de donner une limite d'âge ? Alors, c'est peut-être plus aux médecins, aux scientifiques. Et puis, petit à petit, on entend, plus les rapports viennent, les limites changer. Et donc, ça crée aussi un espace une difficulté de décision pour les parents, vous voyez, d'entendre plusieurs discours. Donc, nous, aujourd'hui, on dit le plus tard possible. Parce que plus la science avance, plus les rapports internationaux et la documentation scientifique nous arrivent, plus on connaît les effets délétères. Notre rôle de parents réside à sortir, au contraire, de l'angoisse en montrant les solutions et en montrant qu'effectivement, il y a des possibilités très simples et que des jeunes qui font l'expérience de ne pas vivre avec un smartphone, même en n'étant pas complètement entourés d'enfants qui aient les mêmes usages, peuvent tout à fait s'adapter très bien. Laura, tu me parlais tout à l'heure de ta fille qui vient de faire un témoignage édifiant là-dessus. Mes 4 enfants, ils ont l'âge de 16 ans, 14 ans, 12 ans et 10 ans. Et même mon nez, qui a 16 ans, et la deuxième, ma fille, ils n'ont pas même un truc portable. Ils n'ont même pas un téléphone sans... Non, ils ont une ligne fixe. Ouais. Et ils gèrent ça sans problème. Et maintenant, ma fille, parce qu'elle est à l'âge de 14 ans, elle sait voir la différence entre elle et ses copains. Et c'est pas isolant. Non, elle a les amis. Et elle a maintenant la possibilité de dire merci. Et mon fils aussi, qui a 16 ans, si on lui demande est-ce que tu penses que tu es exclu de certaines choses avec tes copains, il dit non, pas du tout. Les vrais copains vont faire un appel sur le téléphone, sur la ligne fixe. Et s'il fait le planning, il va juste être un peu plus organisé pour faire le planning en avance. S'il est perdu, il doit utiliser son cerveau pour trouver une solution. Il ne peut pas juste appeler maman. Donc, je vois ça que je lui donne plusieurs des choses parce qu'il développe la capacité que le téléphone, ça vole. Et on voit qu'aux États-Unis, il y a eu de plus en plus ces dernières années de mouvements créés par des jeunes. Donc, c'est tout à fait étonnant. Il y en a eu un en France aussi, une initiative d'étudiants à Bordeaux qui était de se dire on passe la journée ensemble sans smartphone. C'est pas un non à la technologie, c'est replacer la technologie à sa place d'outil. Voilà. Anélia, vous exercez depuis 15 ans, c'est ça, en libéral, vous recevez des jeunes tous les jours. Quel est le souci ? Qu'est-ce que vous constatez ? Est-ce que les jeunes étaient moins équipés aujourd'hui qu'il y a 15 ans ? Et qu'est-ce que vous voyez en consultation concrètement ?
Alors, je constate quand même un petit changement, c'est-à-dire que là où tous les enfants recevaient un portable à l'arrivée en 6e, c'est de moins en moins le cas. Alors, ça reste majoritairement le cas, mais on voit quand même plus de familles se poser la question. Et je crois que le livre de Jonathan Haidt a fait beaucoup là-dessus aussi en France, dans le sens où il est venu valider une intuition que beaucoup de gens avaient, de se dire il y a quelque chose qui est néfaste là-dedans, il y a quelque chose qui est inquiétant, ils sont beaucoup tout seuls, beaucoup dans leur chambre, beaucoup isolés, beaucoup sur leur écran, c'est souvent leur activité principale. Et il y a quelque chose qui n'est pas bon pour le développement là-dedans. Et c'est vrai que John Haidt l'a vraiment explicité de façon très claire et très documentée dans son ouvrage. Et c'est venu valider cette intuition pour beaucoup de familles. Comment vous avez fait le lien entre les smartphones, les réseaux sociaux et les troubles dont souffrent vos patients? Alors, de mon point de vue, j'ai vu arriver dans mon cabinet vraiment une déferlante de demandes sans précédent. Et c'est vraiment après les premiers confinements pendant le Covid, là, ça a vraiment été de plus en plus, et avec des troubles qui étaient assez similaires. Et autant quand je posais la question du téléphone, des écrans, des réseaux sociaux, j'ai vu chez quelques patients qui étaient vraiment devenus complètement addicts pendant les confinements, des patients qui étaient très différents, qui étaient très dégradés, qui allaient vraiment mal. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à ce que regardaient les enfants, au contenu qu'ils regardaient, au temps qu'ils y passaient et à la place que ça prenait dans leur vie. Et avec beaucoup d'enfants qui disaient, mais effectivement, je ne pense qu'à ça, je ne déconnecte jamais. C'est-à-dire, même si je suis en classe, en cours ou avec ma famille à table, au final, je suis en train de penser à est-ce qu'il y a eu une notification, quelque chose, une référence que j'aurais peut-être ratée et qu'il faut que j'ai demain à l'école. Donc, beaucoup de ça. Et je me suis dit, au final, nous, on est dans nos cabinets à traiter des jeunes qui vont mal, qui sont isolés. Et on se retrouve à pathologiser d'une certaine façon un individu alors qu'on est dans une problématique qui est structurelle. Et c'est comme ça que je me suis aussi rapprochée du collectif Surexposition Écran, de Caroline, du pacte smartphone, puisque moi je suis également mère de 3 enfants. On voit aussi les écoles qui jouent le jeu, certaines écoles soit privées, soit publiques, même qui font signer aux parents dont les enfants arrivent au collège des pactes dans lesquels les parents s'engagent à ne pas équiper leur enfant en smartphone avant le lycée. Tout ça, ça donne de l'eau au moulin de votre mobilisation. Oui, le constat est collectif, c'est-à-dire auprès des professionnels de terrain, que ce soit les médecins ou les enseignants. On rencontre beaucoup d'enseignants qui voient à quel point les enfants ont des difficultés à se concentrer, qui remarquent les difficultés à dormir qu'ont beaucoup d'enfants, qui voient des enfants endormis en classe, qu'ils doivent vraiment secouer pour les réveiller tellement ils sont fatigués. Et donc, dans plusieurs écoles, il y a une initiative vraiment d'organiser des conférences pour les parents, des conférences pour les élèves, pour sensibiliser davantage au sujet. Oui, là-dessus, la vie passe avant les écrans, donc il y a le pacte, qui est la première solution collective. La seconde, c'est effectivement ce parcours de sensibilisation, parce qu'on a vu intervenir beaucoup d'associations dans des établissements qui font des discours contradictoires, d'où le fait de se dire alors il va falloir guider ça en tant que parent, et on est aussi en train de se rassembler sur une opinion qui est déjà là. En 2024, Destin commun disait que 75% des Français, des adultes, donc c'est à partir de 18 ans, donc il y a les 18-25 dedans, voulaient des lois pour encadrer le numérique, que 57% ne voulaient pas d'accès aux réseaux sociaux avant 18 ans. Alors, là, on a bien compris, les arguments sont nombreux, vous avez bien expliqué toutes ces choses-là, donc le constat est clair, bien évidemment. Alors, on va faire quoi maintenant? Parce qu'on a bien vu que le gouvernement avait cette volonté, qu'elle est déclarée, elle est affichée. On voudrait interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, aux moins de 16 ans, c'est pas encore très clair. Est-ce que vous pensez que tout ça va converger vers vraiment quelque chose de concret? Parce que le problème est bien posé, mais la solution va venir d'où?
on se réunit avec justement Laura et les parents, les fondateurs des parents d'autres mouvements pour réfléchir à tout ça et œuvrer ensemble. Et ce qu'on se dit actuellement, donc on a une quinzaine de mouvements à œuvrer ensemble en Europe, en Union européenne, hein, parce qu'il y a les Anglais aussi qui sont malheureusement séparés. Et donc, est-ce qu'on va aller jusqu'à la loi ? Est-ce qu'on va aller jusqu'à la décision ? Parce que les mouvements, oui, mais qui va décider ? Là, on est en train de parler des réseaux sociaux pour l'instant. C'est ça, hein, le législatif est là-dessus. Mais voyez, la loi qui est passée en Australie. Si vous voulez bien, j'ai donc Danny, le fondateur du mouvement Heads Up Alliance, qui nous a confié son opinion par rapport à cette loi que le mouvement des parents en Australie a portée et qui est passée au mois de décembre. Et il dit lui-même que cette loi, elle n'a d'efficacité qu'en tant que signal pour les parents et conscientisation et sensibilisation. Il dit qu'il sait pertinemment que la mise en place réelle de cette loi est problématique, que l'État lui-même le dit. Donc, voilà, c'est complexe. Et d'ailleurs, quand on voit l'avis du Conseil d'État qui s'est prononcé sur cette loi, il dit la France est libre de légiférer, mais elle ne va pas pouvoir contraindre les plateformes, les réseaux sociaux à vérifier l'âge des utilisateurs pour faire appliquer l'interdiction. Donc ça va être compliqué. On a posé la question à Michel Desmurget, qui est docteur en neurosciences et directeur de recherche à l'INSERM. Écoutez ce qu'il en dit. Ça va faire un peu comme pour YouPorn et compagnie. Est-ce que vous êtes majeur ? Oui. Voilà, les gamins maintenant, quand ils vont sur les réseaux sociaux, on leur demande s'ils ont 13 ans ou plus. Ils disent oui. Et donc, comme on n'aura pas le droit d'imposer un contrôle de l'âge, autant dire que c'est pas la peine d'embêter l'Assemblée à faire une loi. Donc ça veut dire que les parents n'ont absolument rien à attendre du côté de la puissance publique et que c'est la société civile qui pourra faire bouger les choses ou pas. Et je trouve que c'est quand même faire peser une responsabilité majeure sur les parents. Et puis peut-être que si la pression finit par être assez forte, le corps ou la classe politique finira elle aussi par se mobiliser et par trouver des solutions. Oui, alors moi je ne partage pas forcément cet avis en totalité, dans le sens où une loi vient quand même mettre une limite. Et ça, c'est important pour les familles de pouvoir dire voilà ce que la loi dit. La loi dit qu'on ne peut pas acheter des cigarettes avant tel âge, on ne peut pas boire avant tel âge, on ne peut pas avoir les réseaux sociaux avant tel âge, et c'est quand même une limite. Donc même si les limites ont toujours un peu vocation à être transgressées, le fait de déplacer la limite fait qu'elle sera peut-être transgressée, mais plus tard qu'elle ne l'est aujourd'hui, où on voit des enfants qui ont déjà 8-9 ans sur les réseaux. Merci beaucoup Anélia Roure, merci également à Caroline de Plaisance et à vous Laura d'être venue des États-Unis. On remercie également Michel Desmurget. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.